suis sûr que je ne trouve pas facile de penser ma vie. Je ne crois pas, dans l'ensemble, n'est-ce pas, je ne peux pas dire que tout m'y satisfasse. Je pense qu'il y a eu beaucoup de temps perdu, je pense qu'il y a eu des distractions fâcheuses, n'est-ce pas. Je crois tout de même que, dans l'ensemble, elle a été convergente. Je ne peux pas refuser ma vie, je ne peux pas dire, si vous voulez, que ma vie n'est pas moi, je ne peux pas, non. Le rapport est tout de même très intime. Il y a entre moi et ma vie une relation, je crois, extrêmement proche. Maintenant, il est possible que, plus tard, n'est-ce pas, quand je ne serai plus là, certains y voient plus clair que moi-même. Je ne suis pas sûr. Je tâtonne un peu, là. Justement, l'homme est un voyageur, voilà le centre immobile de votre pensée et de votre mobilité. Est-ce que vous l'avez toujours reconnu également? Non, je ne crois pas du tout. Je pense que lorsque j'écrivais les notes qui en principe devaient préparer ma thèse vers 1912 et 1913, n'est-ce pas, j'étais très loin de prendre conscience de ce caractère dont vous parlez. C'est certainement plus tard, c'est probablement, d'ailleurs, à partir du moment où j'ai intitulé, n'est-ce pas, mon recueil d'essais en 1947, Homo Viator, que c'est devenu pour moi tout à fait clair. Cette conception du voyage est compatible avec une conception traditionnelle de la philosophie? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. N'est-ce pas? Vous comprenez, je pense qu'elle est tout à fait compatible avec le fait que je n'ai jamais voulu construire un système. Ou tout au moins que très vite, je me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas en être question pour moi. Dans le journal Métaphysique, vous vous demandez si le bonheur ne serait pas une certaine façon d'être présent à soi-même. Quel est ce mode de présence? Je pense que ce que j'évoque quand je parle de présence à soi-même, ce sont les moments où on se sent comblé. Et là, n'est-ce pas, ceci va au fond avec les thèmes essentiels de ma pensée, c'est qu'en réalité, on ne peut jamais séparer vraiment le sujet de ce qui l'entoure, n'est-ce pas? Je crois que là, il y a une procédure qui est absolument fictive. Par conséquent, on est avec soi-même quand on est avec une certaine ambiance qui me paraît être avant tout une ambiance affectueuse, ou bien dans certains cas avec un paysage ou avec une œuvre d'art, en particulier pour moi bien souvent une œuvre musicale, mais ça peut être vrai aussi pour certaines œuvres picturales. Il peut y avoir des œuvres picturales qui me donnent ce sentiment. Eh bien là, n'est-ce pas, être présent à soi-même, ça veut dire en même temps que le monde m'est présent. Et question plus directe, êtes-vous et avez-vous été heureux? J'ai eu en tout cas des périodes heureuses, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux dire que j'ai été heureux dans l'ensemble, c'est extrêmement difficile à dire. Je me demande d'ailleurs si personne peut dire qu'il a été heureux d'une façon constante. J'ai eu des périodes heureuses. Je pense à une période en particulier qui pour moi a été peut-être une période d'apogée, et c'est la période de 1937. C'est le moment où j'ai fait jouer le dard, je venais de terminer le chemin de trêve, j'écrivais la soie. C'est le moment aussi du congrès de philosophie à Paris. À ce moment-là, les miens étaient au complet, ou presque. Ils avaient eu déjà des pertes, mais enfin, ma femme était là, ma tante était là. Il y a eu une sorte de rémission dans l'angoisse que je n'avais cessé d'éprouver sur le plan de la politique extérieure. Ça a été là un moment heureux. Je ne sais pas si je pourrais dire que ma vie a été heureuse, ça ne me semble même pas tout à fait compatible avec l'espèce d'inquiétude métaphysique qui m'a toujours consumé. Vous avez écrit « À mesure que j'avance en âge, le monde de mon enfance m'est de plus en plus proche. Quel fut ce monde et quelle est cette croissante proximité ?» Ce monde de mon enfance, c'est avant tout l'ensemble des personnalités qui m'ont entouré, qui ont veillé sur moi, qui ont contribué à me former. Mais c'est aussi un certain nombre de paysages qui ont eu aussi une sorte de valeur formatrice.
Je pense par exemple au paysage suédois, je pense à ce que purent un peu plus tard les lacs italiens, et ainsi de suite. La valeur formatrice, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Je dois dire que j'ai de plus en plus le sentiment que d'une certaine manière, tout s'est décidé dans mon enfance, du fait des circonstances très particulières dans lesquelles j'ai grandi. Mon père avait été de formation catholique, mais il avait abandonné toute pratique religieuse, et je veux dire même toute croyance religieuse, je pense à la suite d'une formation extrêmement médiocre. Il était de tendance tout à fait agnostique. Ma mère et ma tante étaient les filles d'un banquier israélite, d'origine allemande, mais qui était venu, d'ailleurs avec sa femme, à Paris quand il avait 20 ans. Et c'était des Israélites entièrement francisés, chez qui je peux dire qu'il ne restait rien, même par exemple dans l'accent de leur origine. Mes parents étaient l'un et l'autre libres penseurs. Mais il est bien évident qu'à partir du moment où je me suis tourné vers Dieu, j'ai été amené à sentir l'espèce de fossé qui se creusait entre eux et moi. Ces conditions vous disposaient-elles à devenir un philosophe? C'est très difficile à dire. Je pense que ce qui a contribué à faire de moi un philosophe, ça a été cette sorte de contradiction qui existait à l'intérieur même des conditions dans lesquelles j'ai grandi et auxquelles je faisais allusion. Le fait en particulier que je me sois senti à la fois responsable et irresponsable. Je précise, après la mort de ma mère, mon père a épousé sa sœur, et ma tante m'a élevé, elle a été pour moi, je dirais, presque plus qu'une mère, mais j'ai eu assez rapidement le sentiment que cette union n'était peut-être pas très heureuse, qu'il s'était marié à cause de moi, si bien que je me trouvais être responsable, sans l'avoir voulu, d'une situation qui peut-être, à certains égards, était à regretter. Et je me demande si cette conscience-là n'a pas été, pour beaucoup, dans ma vocation philosophique, sans que j'aie d'ailleurs pu le moins du monde en prendre conscience à l'époque. Vous avez à 4 ans perdu votre mère. Jusqu'à quel point ce malheur a-t-il, en un sens très différent du cas par exemple de Stendhal, modelé votre sensibilité et orienté votre réflexion? Je crois qu'il est impossible d'exagérer l'importance qu'a eu pour moi la mort de ma mère. C'est un fait que quelques années plus tard, dans une allée du parc Monceau que je revois, je demandais à ma tante ce qu'on pouvait savoir de ce que devenaient ceux que nous appelons les morts. Et sa réponse a été que nous ne pouvions malheureusement rien dire, et je me souviens très nettement d'avoir dit à ce moment-là, avec une prétention un peu puérile, et bien plus tard, moi je chercherai à comprendre. Au cours de vos promenades enfantines au parc Monceau, vous inventiez des dialogues avec des frères et des sœurs imaginaires. Ce désir de frères et de sœurs, cette recherche aiguë de communication à travers la question et la réponse, sont-ils à l'origine de votre vocation de dramaturge? J'en suis convaincu. J'ai toujours pensé que ces frères et sœurs imaginaires avaient été en réalité mes premiers personnages. Comment s'est décidée votre orientation vers les études philosophiques et plus particulièrement vers l'agrégation de philosophie? Dès ma première classe de philosophie au lycée Carnot, j'eus la certitude que je devais me tourner de ce côté, et je me rappelle très bien qu'en rentrant du lycée, j'annonçais à mes parents, maintenant je sais ce que je ferai des études philosophiques. D'autre part, à cette époque-là, il n'y avait pour moi aucune possibilité de dissocier philosophie et enseignement de la philosophie. Je ne me suis pas dit un seul instant que je ferais de la philosophie en dilettante. J'avais d'ailleurs le souci d'avoir une profession, de gagner ma vie, etc. Et je n'ai pas une seconde mis en question l'idée que j'aurais à préparer l'agrégation. Là, il n'y a eu aucun problème. Mais toutefois, comment se fait-il qu'on ne vous ait pas orienté vers une canne, ce qui était classique, ce qu'on faisait toujours dans ces cas-là? Eh bien non, n'est-ce pas? Il s'est passé ceci, c'est que j'avais horreur des concours,
Et j'ai trouvé, et ma famille était tout à fait de mon avis, qu'il y aurait même quelque chose de choquant à me présenter à l'école normale, étant donné que je prendrais en somme une place à des candidats qui pouvaient être des provinciaux, ou bien des jeunes gens dont la famille n'était pas à son aise, et pour qui, par conséquent, le fait d'être élève de l'école normale aurait une valeur et une importance très très grande. Moi, je suis entré à la Sorbonne avec une impression d'avidité, n'est-ce pas? Tout m'intéressait, j'étais désireux de tout accueillir, j'avais l'impression que je ne savais rien, je m'instruisais. Je me rappelle que j'aurais voulu à un moment donné faire une leçon chez Lalande comme d'autres, et puis tous les sujets de leçon étaient pris. Ce qui restait, c'était les critiques de ces leçons, et on m'a demandé si je voulais faire une critique de la théorie schopenhauerienne de la liberté, ce que j'ai fait. Ça a été mon premier contact. Mais est-ce que je peux dire qu'il y ait eu vraiment une atmosphère de la Sorbonne? Ça me paraît extrêmement difficile à dire. En tous les cas, je dirais que c'était, si vous voulez, assez insipide, n'est-ce pas? Là, le contraste entre la Sorbonne et puis le Collège de France avec Bergson était absolu, n'est-ce pas? On peut dire qu'aucun maître, avec une restriction, aucun maître à la Sorbonne ne m'a profondément retenu, sauf un seul, auquel je reste extrêmement reconnaissant, qui est Delbos. Parce que j'ai trouvé en Delbos non seulement un historien exemplaire de la philosophie, mais un homme à qui j'ai montré mes premières notes avant la guerre de 14 et qui les a comprises, et qui m'a rendu l'immense service de me dire, mais oui, ce que vous écrivez a un sens, je n'en étais pas sûr, et vous devez continuer. Il y a là, semble-t-il, un prolongement de la pensée iranienne à laquelle je suis moi-même très attaché. Votre diplôme d'études supérieures portait sur les idées métaphysiques de Coleridge dans leur rapport avec la philosophie de Schelling. Oui. J'ai un peu étudié la philosophie idéaliste anglaise, en particulier les néo-hegeliens, et puis j'ai éprouvé le besoin de remonter vers le passé et de chercher quels avaient été les précurseurs de ce néo-hegelianisme si opposé à la psychologie empirique anglaise courante. Et c'est là que j'ai été amené à découvrir que Coleridge avait été vraiment l'initiateur. Et en même temps que on trouvait dans la Biographia Literaria de très larges emprunts à Schelling. Si bien qu'au fond, dans mon esprit, à l'origine, ce travail sur Coleridge et Schelling devait être comme le premier chaînon, si vous voulez, le premier chapitre, d'un ouvrage très vaste qui serait consacré au rapport de la philosophie anglaise et de la philosophie allemande au XIXe siècle. C'était m'imaginer que j'étais fait pour l'histoire de la philosophie, c'était donc certainement une erreur, et ce projet, je l'ai très vite abandonné. En tête de vos fragments philosophiques de 1909 à 1914, on les a publiés il y a quelques années, vous écrivez assez sévèrement: « Si la guerre n'était venue renverser le monde dont j'étais encore prisonnier, pendant combien de temps aurais-je continué à piétiner ainsi ?» Que vouliez-vous dire? Je voulais dire, je pense, que je n'aurais pas réussi, malgré mes efforts, à me débarrasser de l'idéalisme. Au fond, je me suis souvent comparé à quelqu'un qui se sent empêtré dans un vêtement qui ne lui convient pas, dans un par-dessus par exemple mal coupé, qui cherche à s'en défaire et qui s'y empêtre de plus en plus. Et c'est un peu la sensation que j'éprouve quand je relis, ou du moins quand j'essaye de relire, la première partie du journal métaphysique. Je crois que la guerre a eu, à ce point de vue-là, une importance immense pour moi, parce qu'elle m'a, en quelque sorte, acculé au réalisme, je dirais presque de toutes les manières. Au fond, n'est-ce pas, on pourrait peut-être exprimer ça d'une manière très sommaire, en disant qu'avec l'événement, ce qui s'est introduit dans ma pensée d'une manière définitive, c'est le tragique. Quelle a été votre expérience de la guerre 1914-1918? Ça a été une expérience très particulière. Mon état de santé ne me permettait pas de servir. Mais il m'était intolérable de penser que je ne pouvais rien faire pour, disons si vous voulez, le bien public. Il se trouva que Xavier Léon, le directeur de la revue de métaphysique et de morale,
partant pour Aix-en-Provence à la fin du mois d'août, me demanda de le remplacer à la tête d'un petit service de Croix-Rouge qu'il avait créé à l'Union des femmes de France. Très vite, après nos défaites de la fin d'août 14, se posa le terrible problème des disparus. Nous reçûmes de plus en plus de demandes de familles sur des militaires dont on ne savait plus rien. Si bien qu'en fait, ce service devint un service de recherche des disparus. Ce qui est important à savoir, c'est que dans mon bureau de la rue Viette, dans une dépendance du lycée Carnot, je recevais les malheureux qui venaient s'informer et je m'appliquais beaucoup à ce qu'ils eussent l'impression qu'ils étaient en présence non pas d'une sorte de machine à renseigner, mais d'un être humain qui sympathisait avec eux, qui prenait part à leur chagrin, à leur inquiétude, et ceci a été, je crois, extrêmement important, parce que ça m'a amené à m'interroger sur ce que j'appellerais, si vous voulez, le questionnement, et sur les limites du questionnement. D'autre part, n'est-ce pas, sur un plan différent, je suivis les événements avec une très grande anxiété. Là, n'est-ce pas, il y a eu aussi une certaine évolution dans mon esprit. Comme beaucoup, je m'étais fait des illusions au début du mois d'août 14 sur ce que pourrait être l'issue de la guerre. Je pensais que nous pourrions vaincre rapidement et j'ai participé à la déception générale. Et puis peu à peu, j'ai été amené à me poser des questions sur les origines de la guerre. J'avais été très lié avec Michel Alexandre, qui fut, on le sait, le disciple préféré d'Alain, et j'appris vers la fin, enfin en 1917, après l'échec désastreux de l'offensive du 16 avril, que Michel Alexandre avait participé à la rédaction des tracts défaitistes qui furent pour une part à l'origine des mutineries. Et je dois dire que cette découverte me bouleversa, enfin elle me scandalisa. Je me demandais comment il pouvait être possible qu'un homme de la qualité morale de Michel Alexandre ait pu prendre sur lui des responsabilités terribles comme celle-là, puisqu'au fond, il a pu être à l'origine d'un certain nombre de condamnations en cour martiale. C'est à partir de là que j'ai écrit cet acte d'injuste qui n'a pas été représenté en France, mais qui a été en Allemagne. Il y a un autre aspect de l'impact de cette expérience sur votre vie et votre œuvre, c'est la dimension métapsychique. J'étais lié avec un peintre et sa femme, André David et sa femme, qui étaient plus ou moins spirites. C'est-à-dire, elle l'était tout à fait, lui était beaucoup moins sûr. C'était un homme, d'ailleurs, d'un tempérament, je dirais, assez convulsif, qui avait des moments de doute et des moments de croyance. J'écoutais leur récit avec intérêt, et il vint un jour où ils me dirent, mais en réalité, vous devez être médium. Il semble voir dans vos yeux, dans votre regard, quelque chose qui semblerait indiquer des facultés médiumniques. Ceci me parut extrêmement invraisemblable, mais enfin, j'acceptai de faire l'expérience. Cette expérience se fit par le moyen du Ouija, c'est-à-dire de la planchette. Une planchette très mobile qu'on pose sur une grande feuille sur laquelle sont inscrits les signes de l'alphabet. Et si véritablement on a ce pouvoir, il vient un moment où la planchette file toute seule et où la pointe va se porter sur une lettre, puis sur une autre, et ainsi de suite. Les débuts de cette expérience furent extrêmement pénibles, parce que j'avais tout le temps l'impression, quand la planchette se déplaçait, que je trichais et que, par conséquent, je ne pouvais attacher aucune espèce de valeur à ce qui pouvait se produire. Il faut d'ailleurs ajouter, ceci est tout de même un fait très précis, qu'à un moment,
où j'en étais venu à mettre presque en doute ce que j'avais pu croire auparavant. J'ai eu une manifestation vraiment extraordinaire et qu'il est impossible de ne pas redire. C'était au début de l'été 1917. À ce moment-là, l'entité qui se révélait à moi par l'intermédiaire de la planchette était éminemment problématique. Je n'ai jamais pu vérifier son identité. Il semblait même que ce qu'elle disait d'elle-même était faux. Mais elle nous a affirmé qu'elle connaissait l'avenir. À ce moment-là, j'ai posé deux questions, celles qui ne pouvaient pas ne pas nous hanter pendant l'été 1917, le chemin des dames, les événements russes. Sur ces deux points qui nous intéressaient vitalement, je n'ai rien obtenu que de tout à fait banal, c'était inexistant. Mais, ce qui a été stupéfiant, ça a été la réaction absolument spontanée au sujet de l'Italie. Il nous a été dit, avec une précision extraordinaire, les Italiens reprendront l'offensive, mais ce sera encore une fois en pure perte. Mais alors, ce sont les Autrichiens qui contre-attaqueront. L'Isonzo sera franchi, ce sera un désastre. Il y aura 100 000 prisonniers, et je me rappelle, c'est ça qui avait tellement frappé personne, le tumulte qu'il y avait dans cette planchette à ce moment-là. Udine sera pris. Alors, extrêmement angoissé, j'ai questionné, j'ai dit, mais Udine, est-ce que ça veut dire que Venise sera menacée? Non, ils sont arrêtés devant Trévise. Par conséquent, je peux dire que la bataille de l'Isonzo m'a été prédite d'une façon absolument formelle 3 mois avant l'événement. Ça, c'est une chose qui reste et que je pourrais jurer devant n'importe qui. Si c'est un fait que dans certaines conditions, car je crois qu'il faut être extrêmement prudent, l'avenir peut être vu, nous devons évidemment en tirer des conclusions sur la temporalité, sur l'intemporalité, n'est-ce pas? Et si ces conclusions nous dérangent, je dirais tant pis, n'est-ce pas? Voyez-vous, là, n'est-ce pas, je me sens extraordinairement en opposition avec Alain, qui a écrit un jour cette phrase qui m'avait scandalisé: même si ces faits étaient réels, je n'irais pas les voir. Ce qui revenait à dire parce qu'il dérangerait un certain ordre auquel je demeure attaché et que je ne veux pas voir mis en question. Ceci me paraît tout à fait monstrueux, n'est-ce pas? Et je crois que c'est assez important parce que ça montre, n'est-ce pas, à quel point, pour moi, la recherche philosophique a toujours été et reste aujourd'hui une recherche ouverte. Et une recherche pour laquelle l'expérience demeure absolument essentielle. Seulement, il m'a toujours semblé que l'expérience n'allait pas de soi. Que là, nous avions d'une certaine manière à prendre la suite de Kant, même si c'était